Excellent, bienvenue tout le monde au webinaire sur l'unique point d'emphase là, pour cette année, qui est la relation entre les entraîneurs et les arbitres et le bench décorum. Sébastien a préparé une formation, un PowerPoint qui est quand même intéressant, assez volumineux aussi, avec des vidéos et on va parler des règlements à cet effet-là. Donc, si vous avez juste les règles avant de commencer la présentation, là, si vous avez des questions, je vous invite soit à les poser dans le chat ou à lever la main. Je vais interrompre Sébastien là, à un moment opportun. Souvent dans le chat, ça a l'avantage je peux répondre par écrit sans interrompre la formation. Toutefois, si c'est pertinent, puis c'est une question qui mérite une discussion, ben, gênez-vous pas, puis on va prendre le temps là, d'ouvrir la discussion avec ça. C'est bon? Euh, je vous présente Sébastien Gauthier, là, qui est notre interprète. Ça fait quand même quelques présentations là, qui vous fait. Donc, Sébastien, je te laisse aller avec ça. Parfait, merci. Je vais commencer tout de suite. Je vais partager mon écran. Euh, c'est bien important dans ce qu'on va voir aujourd'hui. J'ai enregistré, vous avez vu, une vidéo de 30 minutes qui parle à peu près de la même chose. Il y a un PDF qui a été fait de ces entraîneurs qu'on va voir un petit peu plus tard. Tout se recoupe pas mal. Ça fait que ce soir, c'est important. Si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, euh, c'est important de poser des questions ici parce que toute question est bonne, puis c'est comme ça qu'on va s'améliorer tout le monde ensemble. On y va. Bon, c'est parti. Euh, Vraiment, les présentateurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Sébastien Gauthier. Euh, je suis interprète pour le Québec, pour les règles FIBA. Ça doit faire, je dirais, proche 15 ans. Euh, j'ai fini l'an passé comme entraîneur. Puis avant, j'étais un joueur de basket avant de commencer dans l'arbitrage. Ça me donne quelque chose comme 32, 33 ans d'expérience dans l'arbitrage. Ça fait que ce soir, on va parler de la gestion des coachs. C'est important de dire que au fil des ans, là, dans ces 32, 33 années-là, ça n'a pas été tout le temps la même chose. Puis on va en parler ce soir. Puis c'est pour ça qu'il faut ramener ça à un endroit où ce qui va être sécuritaire pour tout le monde. Avec moi, il va y avoir Yannick. Yannick qui est un arbitre U-Sports. C'est aussi notre directeur de l'éducation au CPA. Il fait un excellent travail. Si jamais vous avez des questions par rapport au NOCP 1, 2, les nouvelles procédures pour faire ça, mais c'est à Yannick qu'il faut poser ça dans le CPA. C'est bon? Donc, pourquoi ce changement est nécessaire? Ben, il y a plusieurs raisons. Et entre autres, on y va avec ça. Depuis, je dirais, la dernière réforme a eu lieu, ça fait peut-être, je dirais, 20 ans, où ça a commencé dans Membra, puis ça s'est partagé partout au Québec. C'était une réforme qui était tolérance zéro par rapport aux entraîneurs, puis on a placé tout ça. Puis après, c'est revenu graduellement. Mettons que les entraîneurs ont pris plus de place par rapport aux arbitres. Les raisons sont nombreuses. Pourquoi? On va essayer de démystifier ça ce soir pour que replacer le balancier puis que entraîneur et arbitre soient sur le même plan. Pour que plus que nos arbitres aient peur de parler aux entraîneurs, demander quelque chose aux entraîneurs, ce qui est le cas un petit peu en ce moment. L'autre raison, ben, on ne vous cachera pas qu'en 2023, les associations d'arbitres, la FBBQ, la RSEQ, ben, c'est leur devoir de protéger leurs employés, entre guillemets, les arbitres, parce que le harcèlement psychologique, c'est à tous les niveaux. Puis on va voir un petit peu plus loin. Oui, on pense qu'il n'y a pas de harcèlement psychologique dans le basket, mais moi, je vous le dis, là, avec tous les rapports qu'on a eus l'an passé,
avec tout ce qui se passe au basket depuis les dernières années. On est après manquer d'arbitres, puis c'est une des raisons, puis la raison majeure pourquoi on manque d'arbitres en ce moment. Autre chose, il faut se baser sur les règles. Puis si on regarde dans la règle FIBA, le game control, c'est quoi? C'est plus comme avant. Avant, on parlait de game management, puis c'était pas tout à fait la même chose. Maintenant, le game control, c'est vraiment, il faut que l'arbitre utilise les règles pour que le match se déroule euh, smoothly en français. C'est ça, smoothly, c'est ça. Mais aussi qu'il y ait vraiment l'esprit sportif qui soit à la base de ces appels, de ces décisions. Ce qui manque la plupart du temps de la part des entraîneurs. Si on regarde le Journal de Montréal le 8 juillet 2023. C'est un reportage de Mylène Richard qui a fait ça, qui parlait de tous les sports en général. Le basket, il était mentionné, le basket, le soccer, le hockey. Puis on parle que la raison primaire pourquoi les arbitres arrêtent d'arbitrer ou veulent pas commencer à arbitrer, ben, c'est parce qu'ils sont victimes d'intimidation, de harcèlement, puis d'agression de la part des entraîneurs, des parents ou des sportifs. Cette année, on s'attaque à la base, celui qui revient le plus continuellement de la part des entraîneurs. L'an prochain, on regardera si c'est possible. Si on a assez progressé avec celui des entraîneurs, on va regarder ce qui est possible de faire avec celui des parents. Euh, de la part des sportifs au basket, pour une raison que je m'explique mal, tous les arbitres au Québec sont capables de dire à un jeune, c'est assez, je n'ai assez, tu ne me parleras pas comme ça. Mais dès qu'on s'en va aux entraîneurs, on a un petit peu plus de misère. Puis ce soir, on va essayer de démystifier ça et essayer de donner des pistes de solutions pour tous les arbitres. Il faut améliorer les connaissances de tout le monde. Qu'est-ce qu'on a fait en début d'année? On a fait une formation pour les entraîneurs, on a fait une formation pour les arbitres. Donc, avec ça, on pense qu'on donne de l'information aux deux personnes qui sont concernées dans ce qu'on veut corriger. Ensuite de ça, la formation des arbitres. Ça a commencé cette année, en janvier, pour ceux qui sont au niveau collégial et universitaire. Une première formation a été faite. Évidemment, comme tout changement, ça prend du temps. Euh, des fois, il faut savoir pourquoi on fait les choses. Puis suite à ça, ben, on a tiré des conclusions. Puis c'est pour ça qu'on est revenu en changeant notre façon de faire, puis en donnant des solutions. On fait le webinaire ce soir. On veut mettre à jour tout le monde au Québec pour que le mot se passe, puis qu'on ne tolère plus le genre de choses qu'on tolérait hier, mais que demain, dans vos matchs, vous ne tolérez plus ça. Ça va prendre du temps, mais il faut le faire ensemble. On a essayé d'impliquer les dirigeants RSEQ, FBBQ. J'ai fait une formation début septembre. Toutes les concentrations sport-études, les directeurs de programme étaient là. Ça a très bien été perçu. Euh, Je pense que ça a été un succès. On m'a dit que les entraîneurs avaient compris, puis on espère que ça va corriger à même les directions d'école. On veut augmenter les supervisions partout au Québec. Comment est-ce qu'on va faire avec ça? Le CPA a voté un budget hier soir, un budget 2023-2024, de mettre 25 000 $. C'est Geneviève Pilon, la directrice du développement, qui fait un super travail. Puis on a augmenté son budget pour qu'il y ait plus de superviseurs qui s'en aident dans différentes régions du Québec pour pouvoir passer le mot puis changer les choses. Parce que c'est vrai que le webinaire, ça peut aider, mais quand on a un superviseur qui est là, qui dit il faudrait que tu ajustes telle affaire, ben c'est ça qu'on veut. Euh, à ça s'ajoute, on a les supervisions U-Sport collégial D1, qui est Pierre Marion puis Alfie Paoletti, avec son équipe de superviseurs qui supervise ça. Oui, 25 000 pour la province, puis 12 000 pour le collégial et le U-Sport. Mais il faut savoir que les supervisions collégiales et U-Sport sont pris à même les game fees des arbitres, donc c'est eux qui payent tout ça.
Donc, depuis janvier passé, suite au rapport que je recevais de plusieurs régions, qu'on avait des problèmes avec des entraîneurs, des arbitres qui lâchaient à cause de ça, on a pris la décision de mettre des efforts pour y aller. Puis là, c'est le temps, en 2023, ensemble, d'essayer de faire changer les choses. On va voir plusieurs façons qu'on peut procéder. Le but de la formation, c'est très, très simple. C'est rendre confortables les arbitres et les superviseurs dans l'application de la règle FIBA impliquant les entraîneurs. OK? On n'invente rien, là. Moi, je vous dirais que si je donne comme exemple, mettons, Jason Steele, au niveau international, si on parle, mettons, les 3 dernières années, chaque fois qu'il allait arbitrer dans un match international, jamais il acceptait ce qui se passait ici au Québec à l'international. Puis quand il revenait ici, il me disait, ouais, Sébastien, ici, il faut que je tolère parce que c'est comme ça qu'on fait. Mais c'est fini. Euh, L'expérience nous le montre. On ne peut plus continuer comme ça parce que sinon, je l'ai dit à la réunion sport-études, l'an passé, il y a plus de 300 matchs qui ne se sont pas arbitrés au Québec parce qu'on n'avait pas d'arbitre pour les arbitrer, qui ne sont pas joués. Donc, c'est clair que ça ne peut plus continuer comme ça, d'autant plus que on doit protéger les arbitres. On va voir rapidement 6 petits exemples, 7, 8 petits exemples de choses qui étaient tolérées avant. OK? Avant, là, tout le match, j'en ai fait des matchs, j'ai coaché pendant un an. Les arbitres se font harceler tout le match, les entraîneurs, entraîneurs adjoints, ça crie faute, 3 secondes, marcher répétitivement, chaque fois qu'il se passe quelque chose, sans que les arbitres, on dirait que les arbitres font les 2 mains sur les oreilles, puis moi j'arbitre, je réponds pas. Mais veut pas, c'est du harcèlement. Puis la raison de ça, pourquoi les entraîneurs font ça, mais c'est pour vous influencer. Jamais ils vont crier 3 secondes quand c'est son joueur qui est dans la clé. Ça fait que, tu sais, c'est toutes des choses comme ça qu'il faut corriger. Les commentaires répétitifs sur l'arbitrage, les moqueries, l'entraîneur il va répétitivement sur le terrain de jeu, au centre du terrain, en dehors de sa zone d'équipe. Ça, c'est pas tant pour la santé mentale des arbitres qu'on fait ça. Mais on va le voir plus loin. Ça laisse l'entraîneur faire ce qu'il veut sur le terrain, sans qu'il y ait de barème. On va voir un petit peu plus loin, on va voir pourquoi il faut corriger ça. Je te Entraîneur adjoint. coche. Oui. Entraîneur adjoint qui demande des explications sur les appels aux arbitres durant le match. OK? Si un entraîneur adjoint vous demande, je sais pas moi, c'est combien les points parce qu'il ne voit pas le score, on ne dit pas, hey, hey, je te parle pas. Où on veut en venir avec ça, c'est l'entraîneur prend un temps mort puis envoie son entraîneur adjoint, puis pendant 50 secondes, il te demande, ouais, mais le numéro 12 l'autre bord fait ci. Ouais, mais pourquoi c'est pas un moving screen? Et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on veut seulement que les arbitres communiquent avec les entraîneurs principaux. Donc, on enlève une couche, puis s'il y a quelque chose vraiment d'important pour l'entraîneur, il va venir vous parler. Un entraîneur qui parle de bord en bord du terrain pour montrer à tout le monde dans le gym que lui, il a vu que vous n'aviez pas appelé le marché. Mais ça, c'est du harcèlement psychologique devant tout le monde pour montrer que lui, il a vu les choses, tatati, tatata. Tu sais, un entraîneur qui connaît vraiment ça va comprendre que tu ne pourras pas changer ton appel là, que tu viens de faire. Mais pourquoi qu'il t'en parle d'aussi loin pour montrer à tout le monde, pour essayer de t'intimider, pour que la première fois, tu ne veuilles plus coller un marché à son joueur parce que tu viens de l'appeler. C'est bon? Tous ces gestes-là, on va essayer que vous allez trouver dans la prochaine heure qu'on va passer ensemble, vous allez trouver des moyens dans ce que je vais présenter qui vont vous faire penser, ah, ça, je pourrais utiliser ça, je pourrais faire ça pour corriger cette situation-là. Puis, tu sais, on va se le dire, là, les 6 exemples que je viens de vous donner là, moi, je dirais que dans 80% des matchs qui se déroulent présentement au Québec, on a ces situations-là qui se passent, puis ces situations-là ne sont pas sanctionnées. On tolère ça parce qu'on est gentil, parce qu'on est des arbitres, puis les arbitres, c'est serviable. On est là pour servir. Ce qu'on va faire, on va se servir de la règle. On va voir rapidement
la règle. D'accord? Tout le monde est supposé de connaître ça. Je me suis rendu compte en janvier, en faisant la clinique de D1 puis de collégial, que moi, je pensais que tous les arbitres savaient les règles de 7.3 à 7.6, mais je me suis trompé. Parce que après ça, quand j'ai essayé d'appliquer ça durant les matchs, j'ai demandé à mes partenaires s'ils connaissaient la règle, puis non, il n'y a pas grand monde qui connaissait ces règles. Donc, c'est un outil pour vous. Apprenez-les. Ici, c'est juste un bref résumé de ça. 7.3, 7.4, c'est très, très basse. Ça met la base. Ça met la zone de banc d'équipe, elle est où? D'accord? Ça part de la ligne de fond, puis ça vient jusqu'à la ligne de 5 mètres. D'accord? La zone de banc d'équipe, tout ce qui est rouge, là, il n'est pas supposé d'avoir personne en dehors de ça, à moins d'un joueur qui veut aller à la table, demander un changement. Il n'est pas supposé d'avoir d'entraîneur dans cette région-là. S'il y a des terrains, on s'est rendu compte aussi cette année en commençant à regarder qu'il y a des terrains qui n'en a pas de ligne. Donc, moi, ce que je vous demande de faire, s'il n'y a pas de ligne, vous en prenez une qui est sensiblement à la même place, puis vous envoyez un courriel après le match à votre association d'arbitres, puis elle va s'arranger pour que la RSEQ soit avisée, pour qu'il y ait une ligne qui soit mise sur le terrain. D'accord? C'est un règlement, à même titre que les lignes de côté, la ligne de la clé. Et on essaye d'avoir un terrain conforme quand on veut jouer. Entre autres, ce que ça fait, le 7.3, 7.4. OK? Ça crée une distance sécuritaire pour tous. D'accord? Comme j'ai dit tout à l'heure, euh, ça va nous aider, les arbitres. Quand on met des balises à quelqu'un, veut pas, si on exige des balises à notre enfant qui son linge, il ne pitche pas en dehors de sa chambre, c'est dans sa chambre qu'il pitche, ben les chances, c'est qu'ils vont le picher dans sa chambre parce qu'il y a une conséquence quand il sort de sa chambre. Mais c'est la même chose avec les entraîneurs. C'est les premières limites qui sont imposées aux entraîneurs. OK? Avant ça, les entraîneurs, moi je dirais les 15-20 dernières années, ils se promènent partout, ils font ce qu'ils veulent, on peut dire qu'ils sont un petit peu le maître de ce qu'ils font ici au Québec en ce moment. Puis ça ne devrait pas être le cas parce qu'il y a une règle qui les régit. Puis il va falloir l'appliquer. Pour ne pas déranger le travail des arbitres, pour ne pas gêner les remises en jeu. Euh, Celle-là est importante pour ne pas gêner le travail des arbitres. Si votre entraîneur est en dehors, à côté de la table, et puis vous appelez une faute, puis vous rapportez à la table, c'est sûr que lui, il est à côté de la table, il fait des gestes, vous allez le voir. S'il est dans sa zone de banc, ça se peut que vous ne le voyez pas faire ses simagrées. Donc, ça va nous aider dans la gestion du match. Puis, essentiellement aussi, c'est pour éviter les conflits entre équipes que c'est là. Puis, l'autre raison qui n'est pas mentionnée ici, c'est la suivante. C'est que la règle est là pour une chose. Puis, on va le voir dans le 7.6, dans la règle 7.5, 7.6. Ici, on voit un exemple d'un entraîneur 7.3 qui est sorti, 7.6 qui était un autre entraîneur debout. On va le voir un peu plus loin. Donc, puis là, c'est écrit, on n'invente rien. Si vous allez dans la règle, c'est écrit. L'obligation de s'adresser de façon courtoise aux arbitres. Communiquer pour obtenir une information, pas pour émettre des commentaires. Très important, celle-là. Communiquer lorsque le ballon est mort et le temps est arrêté. Un seul entraîneur peut être debout au même moment. Les entraîneurs peuvent s'adresser à leurs joueurs en demeurant à l'intérieur de la zone de banc d'équipe. Cette règle-là, les entraîneurs peuvent s'adresser à leurs joueurs en demeurant à l'intérieur des zones d'équipe, n'est pas là pour protéger les arbitres. Elle est là pour que le match soit juste et équitable. Si on a un entraîneur qui reste dans sa zone de banc d'équipe, puis l'autre va au centre pour parler à ses joueurs quand ils sont en terrain avant, bien, il prend avantage de ça. Parce que probablement que ses joueurs ne l'entendraient pas s'il resterait dans sa zone. Il faudrait qu'il fasse venir ces joueurs-là. Dites-vous que si les entraîneurs vont en dehors de leur zone, c'est parce qu'ils ont un avantage à y gagner. Et évidemment, 7.6, l'entraîneur adjoint ne veut pas communiquer. D'accord? Ça, c'est les mêmes raisons. Créer un cadre juste et équitable pour les deux équipes, créer une atmosphère sécuritaire, protéger la santé psychologique des arbitres, rendre les échanges entre les arbitres et les entraîneurs plus harmonieux.
limiter le nombre d'interventions pour ne pas retarder le match, puis ne pas influencer injustement en sa faveur les arbitres. Ça, c'est comme la base de qu'est-ce qu'on va voir quelques exemples. Ici, on a un match qui est à SSF, puis j'ai regardé le match sur vidéo. Tout le match, les entraîneurs sont à la table. Tout le match, les entraîneurs parlent aux arbitres en dehors, dérangent le match. Il faut que ça soit sanctionné. Un match ici, universitaire, l'entraîneur embarque un bon maître sur le terrain pour parler à son joueur. Pourquoi il fait ça? Ben c'est clair qu'il veut gagner un avantage, s'avancer pour parler à ses joueurs. Ici, c'est pas une grosse infraction. On va le voir un petit peu plus tard, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour corriger ça. On a deux entraîneurs debout. Oups, excusez. On a deux entraîneurs debout. C'est pas une grosse infraction, mais on peut pas les ignorer. On va s'en occuper un peu plus tard. On va voir comment faire. Ici, le même entraîneur, il est rendu, il s'avance encore, sort de sa zone de banc d'équipe. Maintenant, tout à l'heure, l'entraîneur, il était sorti pour parler à ses joueurs. Maintenant, il sort encore plus loin pour parler aux arbitres. C'est interdit. En plus d'être en dehors de sa zone de banc d'équipe, il ne parle pas de façon courtoise aux arbitres. Il faut que ça soit sanctionné. On ne peut plus ignorer ces choses-là. On voit un exemple ici en vidéo de quelque chose qui s'est passé cet été aux Jeux du Canada. Euh, juste regarder. On va en reparler après. C'est vrai, il n'y a pas de son. Je vais le commenter. L'arbitre, le meneur, appelle une faute offensive. D'accord? Il regarde le joueur. Vous voyez, l'entraîneur commence déjà, il est sur le terrain pour y montrer. Ben non, le gars, il n'était pas là. Puis là, ça ne fait pas. Il continue à y parler. Traverse l'autre côté, son partenaire vient remettre la mise en jeu. Continue. L'autre côté, bord en bord du terrain. Il veut montrer à tout le monde. Il veut intimider l'arbitre. Ces genres de choses-là, c'est pas acceptable. Il faut que ça soit sanctionné. D'accord? Est-ce que ça aurait pu être l'arbitre qui est plus proche ici, qui est Philippe Dauphinet, qui siffle, qui donne un avertissement à l'arbitre? Ça aurait pu. À l'entraîneur? Ça aurait pu être ça. Mais une chose est certaine, il ne faut plus tolérer ce genre de choses sans agir. On doit agir. Comme j'ai dit tout à l'heure, après la première formation en janvier, on s'est rendu compte d'une chose, on doit améliorer la connaissance des arbitres, on doit améliorer la connaissance des entraîneurs, on doit améliorer l'implication vers le changement de la part des superviseurs, faciliter la communication des arbitres envers les entraîneurs, puis enseigner aux arbitres à faire respecter les règles de banc comme toute autre règle. D'accord? C'est ce que je me suis donné quand après la formation, j'ai vu que ça n'avait pas vraiment fonctionné. J'ai dit, on va opter pour une autre approche, puis on va essayer de faire ça avec ça. Les arbitres ont trois outils. OK? Les plus gros, là, c'est trois outils euh, pour, euh, pour faire cesser ça. On a l'avertissement amical, OK, qui est fait souvent quand que, supposons, je passe à côté du banc, puis le coach il est à 3-4 pieds de sa ligne. Je dis, coach, merci, dans ta zone de banc d'équipe, sans problème, je passe, puis je m'en vais. D'accord? Quand est-ce qu'on peut faire ça aussi? À la fin d'un temps mort. On va voir. Toutes ces choses-là ont été envoyées aux entraîneurs. Ceux qui ont lu ce que j'ai envoyé aux entraîneurs, ce que j'ai mis dans le chat tout à l'heure, il y a la façon de faire. Les entraîneurs n'étaient pas au courant de ça. J'ai parlé avec Eddie Pomicala, qui était à Bishop en début d'année. Puis lui, il m'a dit, mais il faut absolument l'envoyer au coach, parce que les coachs ne sont pas au courant des façons de faire que les arbitres ont. Mais en fait, ce n'est pas la façon de faire des arbitres, c'est la façon de faire FIBA, qui est dans la règle. Donc, l'avertissement amical, ça se fait, pas besoin de lever rien, support vocal seulement, puis on y va avec ça. Le deuxième outil possible, un avertissement officiel. Au même titre qu'on va donner un avertissement officiel quand quelqu'un retarde le jeu, quand quelqu'un fait un fake a foul, une simulation de faute, on va donner un avertissement officiel, ben on peut faire ça la même chose. D'accord? Ça fait qu'on va donner l'avertissement. Comment est-ce qu'on va faire? Il faut que ça soit une infraction mineure. D'accord? Vous allez voir, il y a une vidéo d'un arbitre américain après
qui lui dit, il est victime de lui-même, il donne beaucoup trop d'avertissements officiels au lieu de donner tout de suite une faute technique. Comment est-ce qu'on fait ça? L'avertissement officiel, on y va avec support verbal, on lève la main, puis on s'arrange pour que tout le monde dans le gym entende. On voit, le son ne fonctionne pas. Je vous décris la chose, d'accord? Il vient de siffler, donne un avertissement au coach, ton assistant, il n'arrête pas de me crier après, c'est tout. Il s'en va avertir son partenaire. L'assistant coach est averti, puis on y va avec ça. La règle 36.1.4 nous le permet. OK? On peut donner des avertissements si les avertissements peuvent mener à ce que des fautes techniques soient évitées, mais seulement pour des fautes techniques à caractère administratif. D'accord? C'est avec cette règle-là qu'on joue pour donner des avertissements comme ça. Malheureusement, le son ne fonctionne pas. Ici, c'est là qu'il nous dit que euh, depuis qu'il arbitre, depuis les années, euh, il est euh, victime de lui-même, c'est-à-dire qu'il donne beaucoup trop euh, d'avertissements, puis que dans la prochaine année, son point d'emphase, ça va être de faire appliquer la règle correctement, pas en donnant des fautes, des avertissements, mais plutôt en donnant une faute technique quand c'est mérité. La faute technique, OK? Il faut arrêter d'avoir peur de la faute technique, OK? C'est pas une condamnation ou un excès de pouvoir de la part de l'arbitre. C'est bon? C'est comme une autre faute, pas différente du block charge ou d'un écran illégal, mais il y a un objectif, c'est maintenir l'intégrité puis le respect, le bon déroulement du match. On arrête le temps avec la main ouverte, puis on donne la faute technique. Maintenant, j'ai décidé d'ajouter 9 gestes qui, selon moi, pourraient faire la différence si on le fait. J'ai des, euh, j'ai des arbitres qui ont commencé à le faire depuis le début de l'année. Je leur avais parlé, puis et tout. Puis ça fonctionne super bien, puis vraiment, vraiment très bien depuis le début de l'année. Donc, je vous partage ces 9 gestes qui pourraient faire la différence dans tout ça. OK? Le premier, dans votre rencontre d'avant-match, d'en parler avec votre partenaire, savoir qu'est-ce que vous allez faire pour que votre partenaire vous aide, vous ou vos partenaires, si on est à 2 ou à 3 arbitres. C'est bon? Deuxième geste, quand tu arrives sur le terrain, tu vérifies les bancs d'équipe. Est-ce que les bancs ils sont placés de façon selon la règle ou ils vont nous amener des problèmes tout le match? Ici, dans cette photo-là, on voit que le dernier joueur, l'entraîneur, ils sont en dehors la zone de banc d'équipe. Donc, on peut pas espérer que le match se déroule sans que l'entraîneur sorte. Il est déjà en dehors. Donc, moi, je vous conseille d'arranger ça avant le début du match. Au même titre qu'avant match, on arrive, on regarde si les joueurs ils ont l'uniforme comme il faut, les bonnes choses en dessous, si on peut, s'ils n'ont pas de survêtement, on corrige déjà tout ça. On le fait en arrivant. Un autre exemple, c'est là à Sherbrooke, même chose. Ici, il y a 3 joueurs qui sont en dehors du banc d'équipe. Ça fait qu'on ne peut pas s'attendre à autre chose que les entraîneurs soient à côté de la table durant tout le match. Même chose encore. Vous voyez, durant le match, ça a commencé, les coachs étaient là. Maintenant, les coachs sont à la table de marque pendant tout le match. Puis on ne peut pas s'en sauver parce qu'on n'a pas corrigé ça avant le match. Le troisième geste, puis ça, je vous le dis encore, j'ai eu un appel tout à l'heure d'un arbitre qui m'a appelé, puis qui m'a dit que depuis le début de l'année, il fait exactement ça, puis ça a beaucoup amélioré les relations avec les entraîneurs. Avant le match, lorsqu'il va serrer la main aux entraîneurs, il leur parle en partant. Dire, est-ce que vous avez eu la formation? Est-ce que vous avez reçu? Nous, notre point d'emphase cette année, c'est seulement ça. On va essayer de, si vous avez des questions, vous me posez des questions pendant que le ballon est mort. Ici, c'est votre ligne, puis ainsi de suite. Puis le match s'est déroulé sans problème. C'est un match à Laval. À Laval, on sait que ça peut être le Far West habituellement. Mais là,
sans problème, ça s'est bien déroulé. Puis ça fait 10 matchs qu'il fait depuis le début de l'année. Puis dans les 10 matchs, il a utilisé cette méthode-là. Puis ça a très bien fonctionné. La prochaine. Lorsque possible, les arbitres contrôlent les bancs. D'accord? Euh, en FIBA, puis à Basketball Canada, puis sur Game Plan, on a toutes les IoT qui sont donnés pour les arbitres. Cependant, il n'y a aucune IoT qui vous enseigne comment contrôler les bancs. On vous dit de les contrôler, mais il n'y a rien qui indique comment le faire. Donc, il faut trouver une façon. Les arbitres qui sont à l'opposé, il n'y a rien qui se passe dans leur région, soit qu'ils regardent le ballon ou qu'ils regardent ce qui se passe sur le jeu. C'est que là, lui, s'il regarde, il va pouvoir voir, oh, j'ai deux entraîneurs debout. Est-ce qu'il arrête le jeu puis il fait quelque chose là? Non, absolument pas. Par contre, s'il s'en va de l'autre côté, il devient du côté du banc, puis il passe là, mais il va pouvoir dealer avec. Ça veut dire, coach, seulement un debout. Puis là, il va demander l'assistance du coach pour le faire. À deux personnes, c'est la même chose. On voit ici, on a le trail qui est en vert, puis on a le lead. Le lead, en ce moment, il est du côté du ballon, puis il n'y a pas grand-chose à regarder, là. Les joueurs se déplacent. C'est pas il n'y a rien qui se passe là. Il n'y a aucun écran qui se fait de l'autre côté. Donc, c'est une opportunité pour scanner les bancs. OK? Je vous dirais qu'il faut augmenter notre vision. Le nouveau contrôle demandé par FIBA demande qu'on élargisse notre vision, puis qu'on contrôle tout ce qui se passe sur le terrain, incluant les zones de banc d'équipe. Puis c'est comme ça qu'on va y arriver. Cinquième geste gagnant, agir contre les commentaires négatifs. OK? Il ne faut plus accepter les commentaires répétitifs sur les appels, sifflés ou non. OK? L'arbitre qui entend ces commentaires-là peut attendre prochain arrêt de jeu pour donner un avertissement officiel ou pour un avertissement de courtoisie ou peut donner arrêter le jeu puis donner une faute technique tout de suite. D'accord? On ne peut plus ignorer ces gestes qui arrivent là, le répétitif. D'accord? Plus on les ignore, plus que ça nuit au match puis ça mine la crédibilité des arbitres. Est-ce que ça va être facile à faire? Je vous dirais que non. D'accord? Euh, je me suis rendu compte depuis qu'on a la formation en janvier dernier qu'il y a beaucoup d'arbitres qui ont peur des entraîneurs. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Si un joueur vous parle sur le même ton qu'un entraîneur vous parle, vous allez le mettre dehors, clairement. Mais là, parce que c'est un adulte, c'est quelqu'un qui vous parle comme ça, on dirait qu'on gèle parce que des derniers 20 ans, on n'a jamais toléré que les joueurs nous parlent de cette façon-là. Pourtant, on tolère que les entraîneurs nous parlent comme ça. Donc, ce qu'on veut, c'est ramener ça, puis de ne plus avoir peur. OK? C'est pas vous qui enfreignez la loi, c'est pas vous qui êtes en dehors de votre zone de banc d'équipe. C'est un règlement, puis il faut le faire appliquer, puis c'est point à la ligne, puis on doit agir, on ne doit plus ignorer rien. Il y a un temps pour agir, par contre. Encore le point 6, l'arbitre qui passe proche du banc puis qui voit quelque chose parce qu'il a élargi sa vision peut glisser un mot facilement là, à l'entraîneur. S'il vous plaît, coach, dans votre zone de banc d'équipe, on peut lui demander gentiment. On va le voir après. On a des opportunités à la fin des temps morts. On a une opportunité à la demi. S'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas, on va parler à nos deux coachs à la demi. D'accord? Cependant, il ne faut pas être courtois toute la game. OK? Si nos avertissements puis nos demandes par rapport au coach ne sont pas suivies, ben, il faut qu'il y ait une sanction. OK? Ceux qui ont des enfants vont comprendre que si tu dis à ton enfant de ne pas piger dans la boîte à biscuits, puis que tu le laisses piger dans la boîte à biscuits, ben, il va piger dans la boîte à biscuits toute la journée. Par contre, s'il y a une sanction, ben, d'après moi, il va peut-être arrêter. Et c'est la même chose avec les entraîneurs. Si on ne met pas notre pied à terre puis dire c'est ça, je vais te donner un avertissement, deux avertissements amicaux, mais ça ne change pas, je ne sanctionne pas, mais c'est là que j'ai un problème. Et puis que ça va perdurer dans le temps. OK?
Puis l'autre chose, si je demande à un entraîneur de changer quelque chose, puis il n'y a aucune collaboration, bien là, on upgrade tout de suite à un avertissement officiel ou à une faute technique. D'accord? Euh, Exemple de ça, ce serait le coach, je sais pas moi, en dehors de sa zone de banc d'équipe, parle à quelqu'un, je dis coach, s'il vous plaît. Puis là, il me répond occupe-toi d'arbitrer la game, toi, ta 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 ta. Ben, ça va être la main qui va se lever, la main dans les airs, faute technique, puis that's it. C'est pas toi, là. S'il n'y a pas de collaboration de la part de l'arbitre, de la part de l'entraîneur, il faut sanctionner. Ici, on a un exemple. On a un entraîneur qui est en dehors de la zone de demande d'équipe. L'arbitre peut lui demander, coach, s'il vous plaît, parce que là, il est en train de parler à son partner sur un appel qu'il n'a pas fait. Il peut lui demander, coach, recule dans ta zone de bande d'équipe. S'il n'y a aucune collaboration, ben on y va avec un avertissement officiel. OK? C'est pas un geste grave, là, à moins qu'il soit en train de crier après l'autre arbitre. D'accord? C'est ce genre de conséquences-là qu'on doit avoir. Puis s'il ne collabore pas encore, ben on y va tout de suite avec la faute technique. Septième geste, sanctionner les fautes répétées. Comme on a dit, si un mauvais comportement perdure, il faut aller tout de suite avec une faute technique. OK? Puis, on va corriger. C'est avec ça qu'on va réussir à corriger. On a beau être le meilleur. Avant, nos mentors au niveau universitaire nous disaient tout le temps, on ne donne pas de faute technique, ou essaye avec ton charisme d'aller gérer ça. Mais là, on a passé ce stade-là. Euh, on n'est plus rendu là, là. Oui, on peut prévenir des fautes techniques par nos paroles, nos avertissements de courtoisie, avec une bonne relation avec l'entraîneur. Mais quand les gestes se répètent, on doit sanctionner. Donc, on peut avoir avertissement ou faute technique. Euh, le prochain geste, OK, gagnant, c'est très simple. C'est moi de vous dire que vous êtes une équipe. OK? En étant une équipe, acceptez pas qu'un entraîneur vous dise là, il faut que tu ailles tes partners, il fait une game, une pas bonne game aujourd'hui, et ainsi de suite. D'accord? Quand tu es une équipe, tu prends soin de ton équipe, l'autre arbitre est avec toi, tu es une équipe avec lui jusqu'à la fin du match. D'accord? Ça fait qu'accepte pas les commentaires comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut avoir plein de petites lignes faciles à faire. Coach, si c'est quelqu'un de mon équipe, j'accepte pas que tu parles comme ça de lui parce que faites-vous pas d'allusion, là. Illusion plutôt. Euh, Quand c'est l'autre arbitre qui est là, il dit exactement la même chose. Ça fait que il faut pas penser que oh, il me trouve bon puis il trouve mon partenaire poche. Non, je pense pas. Quand l'autre arbitre est proche, il doit dire exactement les mêmes choses. Donc, il faut montrer qu'on est ensemble, qu'on est une équipe. Dernier geste gagnant, OK? Ça, c'est peut-être le plus important après les deux premiers, OK? Après la partie, parlez du match que vous venez de faire avec votre collègue ou vos collègues, puis dites-vous, est-ce que c'est allé un petit peu trop loin? Est-ce que j'en ai trop laissé aller? Pour pouvoir vous corriger pour le prochain match. Puis pour une autre raison aussi, pour envoyer un rapport à votre... là, on vous demande ça cette année. Je suis conscient que ça va amener un petit peu plus de travail. Et si on veut changer les choses, il faut le faire. On va vous demander après le match s'il y a quelque chose qui n'a pas été, même s'il n'y a pas de faute technique qui a été donnée, puis surtout s'il y a une faute technique qui a été donnée, d'envoyer un courriel à votre assignateur, à votre président, celui que votre région va décider qu'il va recevoir ces courriels-là. D'accord? Vous mettez en copie l'autre arbitre du match, puis là, vous faites une brève description de ce qui s'est passé dans le match. La situation, ici, j'ai écrit on n'a pas donné de faute technique, mais l'entraîneur nous criait après fréquemment. On aurait dû y en donner une. Ça nous dérangeait. L'autre coach n'a rien dit tout le match. Merci pour le suivi. Donc, nous, ce qu'on aimerait au CPA, c'est que votre assignateur connaît, lui, c'est qui l'arbitre pour le prochain match. Donc, on va envoyer ce mémo aux arbitres du prochain match qui vont dire changez pas la façon que vous allez arbitrer, mais soyez juste alerte que
on a deux collègues qui ont été dérangés. Puis s'il y avait eu une faute technique, une faute antisportive de données, ben, ce rapport-là est envoyé aux deux prochains arbitres pour dire faites attention, tel joueur, faute antisportive, bagarre, tati, tata. Comme ça, on va avoir un suivi des choses qui vont s'en venir. Oui, il faut tout le temps recommencer à zéro. Ça ne veut pas dire que le coach va crier le prochain match. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit un geste isolé, ce match-là. Que l'entraîneur, pour X raison, il avait une mauvaise journée, puis c'est ça qu'il a fait. Puis si c'est ça, tant mieux. Mais nous, ce qu'on veut éviter, c'est que toute l'année, les mêmes entraîneurs crient après tous nos arbitres, puis qu'à la fin de l'année, j'ai des arbitres, moi, qui me disent moi, je ne veux plus faire tel arbitre, tel coach. Je suis tanné, quand je reçois une assignation, je refuse le match. Puis ça, si vous pensez que c'est seulement au niveau local, là, moi, c'est des arbitres niveau collégial et universitaire qui vont parler de ça. D'accord? Il était à un moment donné où ce que j'avais des arbitres, une dizaine d'arbitres qui ne voulaient plus faire tel coach, tel coach. Puis ils refusaient carrément les assignations. Donc, on ne veut pas se rendre là. On veut régler le problème avant que ça arrive là. Ça, si vous lisez ce que j'ai envoyé aux entraîneurs, c'est textuellement ce que j'ai envoyé aux entraîneurs. Ça fait partie des, des consignes que CBOC, U-Sports, CCA, Canada Basketball, Basketball Québec, ça fait plus de 15 ans que c'est là. Ils ont lu les règlements, puis ils sont venus à la conclusion avec un groupe d'entraîneurs, groupe d'arbitres. C'est comme ça qu'on va appliquer la règle. D'accord? Donc, vous verrez qu'on veut réduire la fréquence la durée des discussions. OK? Et il y a encore des entraîneurs qui pensaient que parce qu'ils lèvent la main, on va envoyer un. L'arbitre va venir tout de suite. Oh, qu'est-ce qu'il y a, monsieur l'arbitre? Monsieur l'entraîneur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas comme ça. OK? Il y a un moment opportun pour demander les questions. Euh, Puis de façon respectueuse en tout temps. OK? Ça doit être de l'information, ça ne doit pas retarder le match. C'est très clair. Ça, en passant, si vous parlez de ça avec un entraîneur, il est supposé d'avoir reçu ça. S'il n'a pas reçu, ben, vous lui demandez quel endroit, ça peut être inclus dans votre rapport. L'entraîneur n'a pas reçu la formation, n'est pas au courant de ça, puis on va s'arranger pour que ça lui soit acheminé. OK? Ici, c'est clair, on ne doit pas avoir de dialogue lorsque le ballon est vivant. D'accord? On précise, c'est quand il y a une communication une occasion de communiquer. Puis lors d'un temps mort, on ne veut pas que vous ayez un dialogue avec l'entraîneur au début du temps mort. Parce qu'on va aller siffler à 50 secondes. Puis à ce moment-là, il peut y avoir une brève discussion de maximum 10 secondes parce qu'on va recommencer. Excusez. Donc, c'est à ce moment-là qu'on veut que les communications se fassent. Comme ça, on va les rendre plus courtes. Parce que c'est pas rare, là. Moi, j'ai vu ça fréquemment. Un assistant coach ou un coach qui, au début du temps mort, s'en va là puis parle pendant une minute à propos de tel joueur de l'autre côté, puis que là, que les moving screens, puis là, qu'est-ce que vous pensez? Au prochain temps mort, c'est le coach de l'autre côté qui a vu ça, puis que lui, il envoie quelqu'un, évidemment, pour essayer d'influencer les arbitres. On veut arrêter ça. À la demi, OK, surtout la demi vient de se terminer, il est arrivé quelque chose, puis là, l'entraîneur veut vous parler. On fait un signe de la main, non, on va se parler en revenant de l'intervalle. Je sais que des fois, dans les matchs secondaires, on met 5 minutes. Ben, on va se parler dans 2 minutes. C'est préférable que maintenant. Parce que maintenant, il peut se passer des choses beaucoup plus graves, là. Ils sont émotifs, il vient d'arriver quelque chose. Peut-être que vous allez être obligé de donner une faute technique. Ce qu'on ne veut pas. On aimerait que le match se déroule sans faute technique. Mais si on ne parle pas au bon moment, ben, on risque d'être obligé d'en donner une. Euh, on le parle dans les 3 dernières minutes de l'intervalle. Euh, Puis avant le match, la même chose. Avant le match, on parle de ne pas avoir de discussion sur les autres équipes, mais s'ils viennent vous parler puis s'informer de comment ça a été vos autres matchs cette année puis tout ça, ben, il n'y a pas de problème, là. Tu sais, il faut établir une relation avec les entraîneurs. Entraîneurs, ils ont eu cette formation-là, doivent poser des questions.
La plupart du temps, 80% de ce qui sort de la bouche des entraîneurs durant le match, c'est des commentaires sur vos appels. On ne peut pas tolérer ça. D'accord? Ça fait partie de la règle. Les officiels, pas répondre aux commentaires. D'accord? Est-ce que c'est facile? Non. Souvent, même moi, je réponds à des commentaires. OK? Je ne devrais pas, mais ça m'arrive. Donc, on essaye d'éviter ça. Ça complète pas mal ce que je voulais dire sur ce sujet-là. La seule chose que j'ai ajoutée, c'est que là, on a fait ce webinaire. Il y a deux formations qui ont été envoyées, une de 30 minutes, puis une autre qui va vous prendre 8 minutes à lire, celle qui a été envoyée aux arbitres. Euh, Tout est là pour réussir. OK? Après ça, on ne pourra pas dire oh, c'est de ma faute, c'est la faute seulement des entraîneurs. OK? Si cette situation perdure plus longtemps que les 2 prochaines années, ben, je vais sentir que c'est nous qui n'avons pas voulu changer les choses, puis advienne ce qui adviendra. D'accord? Moi, je pense qu'en dedans d'1 an, on peut faire un gros changement. Puis, si des entraîneurs ont peur que, parce qu'on est rendu là, qu'il y ait une exagération par certains arbitres, je vous dirais que ça se peut que ça arrive. Ça se peut qu'on ait des exagérations de certains arbitres, comme durant les 10 dernières années, on a eu des exagérations de certains entraîneurs. Mais on va corriger nos arbitres, puis on va arriver sur un pied d'égalité. Pour que ces changements-là aient lieu, il va falloir avoir du courage. Comme je vous disais tout à l'heure, nos arbitres ont peur. On a peur de parler aux entraîneurs. Pourtant, c'est des choses très simples, puis c'est la règle. Il faut avoir le courage de demander des choses aux entraîneurs, puis arrêter de regarder ailleurs. OK? Moi, je vous parle d'expérience, puis de matchs que j'ai supervisés dernièrement, puis des matchs auxquels j'ai participé. Mes partenaires, quelques partenaires m'ont dit ah non, je ne le vois pas en dehors de sa zone de banc d'équipe. C'est impossible qu'il ne l'ait pas vu. Ça fait qu'il manque comment y arriver, comment faire, se préparer des petites lignes qui sont prêtes pour répondre à un coach, demander quelque chose rapidement. Toutes des choses qui se pratiquent. Dans un webinaire, c'est un petit peu plus dur. Peut-être le prochain webinaire va être pour donner des moyens comme ça, justement, des phrases clés à dire aux entraîneurs. Mais je suis certain que tout le monde qui est ce soir, là, les 95 personnes sur le webinaire ce soir, là, on est tous capables, même chose qu'on travaille devant le miroir pour notre mécanique, pour être beau quand on fait des appels, on est capable de se mettre dans notre tête et de se trouver des phrases pour ce qu'on a de la misère. Si j'ai de la misère à demander à un coach d'être dans sa zone de banc d'équipe quand il est au centre, ben là, je vais me pratiquer dans ma tête puis je vais me dire OK, qu'est-ce que je vais lui dire? OK, coach, s'il vous plaît, si c'est une game avec un entraîneur anglophone, qu'est-ce que je vais faire? Dans ma tête, je vais me préparer des phrases en anglais. Je vais essayer. Tout ça, c'est de la préparation, puis ça demande de la préparation et du courage pour pouvoir y arriver. Euh, c'est pas facile faire le changement. Je le sais, je le vois depuis janvier dernier. OK? Mais on est rendu à un temps où on ne veut pas que notre sport devienne comme le soccer. OK? Cet été, j'ai un collègue de travail, lui, qui est allé à un match de sa fille de 10 ans, puis ils ont été obligés d'escorter les arbitres en dehors du match parce qu'un entraîneur voulait s'en prendre physiquement à lui. Euh, on ne veut pas que notre sport se rende là. On ne veut pas que notre sport se rende comme au hockey, où à peu près tout est permis pour nos crier après les arbitres, tant les entraîneurs, les joueurs, les spectateurs. On ne veut pas se rendre là. C'est ensemble qu'on va tracer la ligne. Les entraîneurs sont avisés, vous êtes avisés, les directeurs de programme sont avisés, puis on va conscientiser aussi la RSEQ pour faire changer les choses. C'est que vous n'êtes pas seul. Winston Churchill a dit un jour, mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge. C'est très de mise à notre changement qu'on veut effectuer aujourd'hui. Euh, précédent. OK. Yannick, est-ce qu'il y a des questions avant la formation pour les entraîneurs est terminée? On va passer aux questions, puis après, j'ai un petit bonus de 4 questions qui risqueraient de se retrouver dans l'examen cette année. Donc, Est-ce si vous connaissez la réponse, ça serait
Un petit bonus pour vous. Pour ce qui est des questions, j'ai répondu aux questions, je pense, OK. tout au cours de ta présentation. Est-ce que, il y avait des gens qui avaient des choses à ajouter? Je ne sais pas si je suis le seul. C'est Normand Plourde de Vitibi. Je ne sais Oui. pas si je suis le seul, mais les questions qu'on voyait en bas, des fois, ils étaient incomplètes. On ne voyait pas toute la question. La même chose avec la réponse. Fait que C'était difficile à suivre. Qu'est-ce qu'on. Peut-être que c'est moi Tu avec veux, mon ordinateur qui a un problème, là, mais c'était juste une petite ligne en bas, là, puis on ne voyait pas la question tu veux- complète. tu veux dire la présentation que j'ai Non, la présentée? présentation, c'était correct. C'est quand il y avait des questions de poser, là, il était Ah, dans le chat. OK. dans le Parce que chat, le là, chat, puis c'est le chat, ça. il était. Est-ce C'est qu'il parce que l'a le encore? Il chat, l'a encore pris. sur Zoom, il faut que tu envoies ton chat un petit peu plus haut à droite OK, pour pouvoir voir tout le chat. c'est bon. Danny a une question. Oui, merci Sébastien. En fait, je l'avais écrit dans le chat, là, mais tu disais dans la présentation que au retour de la demi, dans les 3 dernières minutes, on peut accepter de parler avec les entraîneurs, mais pourquoi les deux? C'est-tu parce que s'il y en a un qui a une question, il faut que l'autre l'entende aussi, ou bien? Écoute, si c'est une petite question qui implique pas les deux équipes, on peut répondre rapidement à une question. Pourquoi que Canada Basketball puis CBOC ont pris cette optique-là? C'est qu'ils se sont rendus compte que si tu fais venir les deux entraîneurs, soudainement, l'entraîneur il a plus de questions pour toi. Parce que lui, ce qu'il veut faire, il veut pas vraiment te poser une question pour que le jeu soit fair. Il veut t'influencer pour le genre d'appel que tu fais durant le match. Exemple, s'il y a à dire que le numéro 10, l'autre côté, tire le chandail, ben, il n'y a pas de gêne à ce que l'autre entraîneur soit là. Mais s'il y a à dire que là, tu as appelé 7 fautes contre nous, l'autre juste une faute, mais peut-être l'autre entraîneur va dire, ben oui, mais c'est parce que c'est comme ça que c'est joué. Puis là, il ne posera pas cette question-là. Donc, c'est CBOC qui a décidé de mettre ça, que les deux entraîneurs doivent être là, simplement parce que 90% des questions, ils disparaissent. Mais si tu veux répondre à une question d'un entraîneur, tu y vas sans problème, mais il faut que tu sois conscient que c'est probablement pour t'influencer. Tandis que si tu fais venir l'autre, ben, ça règle le problème. Sarah, Bon, un gros merci. ça fait plaisir. Bonjour, Sarah du COB à Montréal. Oui, oui, Euh, Moi, j'avais une question. Je pense que quelqu'un l'a mentionné un peu dans le chat, mais la gestion des spectateurs qui ne respectent pas les règles. oui. Là, c'est bon, j'ai pas encore posé ma question, désolée. Mais lorsque, malgré qu'on va chercher le responsable ou bien qu'on en parle au coach local, un spectateur qui refuse de sortir de la bulle de l'arbitre sur la baseline ou quelque chose comme Oui. ça, ou qui s'adresse de manière irrespectueuse, comment on gère ça? OK. Euh, Très bonne question. Puis la même question a été posée au sport-études. Puis quand les directeurs de programme étaient là, ils ont tous été mis au courant. OK, cette année, on ne s'attarde pas à ça parce que le changement est déjà gros avec les entraîneurs. On va le faire l'année prochaine. Mais quand même, je vais répondre à ta question. OK? Il ne faut pas tolérer. Même chose pour les spectateurs. La manière qu'on va fonctionner, la sécurité de l'arbitre est primordiale sur tout le reste. OK? Donc, dans ce cas-là, on le sait, je dirais 99,9% du temps, on va savoir c'est le spectateur de quelle équipe. OK? Parce que de la façon qu'il crie, pour qui il crie, puis probablement quand tu viens de coller un bloc à une équipe puis il n'est pas content, il prend pour l'autre équipe. Donc, première chose, on va voir le responsable de la place, soit qui est en arrière de la table, ou au coach local pour lui dire, ce spectateur-là me dérange, il faut qu'il soit retiré de cet endroit-là. Le jeu ne reprend pas tant que le spectateur est encore là. Si c'est un spectateur de l'équipe visiteuse, puis que le gars, l'entraîneur local dit, écoute, j'ai pas de sécurité ici, je peux rien faire, tu vas voir le spectateur, l'entraîneur de l'équipe visiteuse, et puis tu lui demandes, écoute, ils n'ont pas de sécurité ici, c'est un de tes spectateurs, il faut qu'il quitte, il faut qu'il s'en aille à un autre endroit, il me dérange, il faut qu'il soit sorti du gym, tu décides ce qui doit être fait avec ça.
puis tu ne reprends pas le jeu. Si l'entraîneur n'obtempère pas, puis c'est son spectateur, tu mets fin au match, tu t'en vas au vestiaire, tu apportes la feuille avec toi, puis tu écris en arrière, puis au retour, tu envoies un courriel, c'est un spectateur de telle place qui mettait, il criait après les arbitres, tu expliques ce qu'il a fait. Le match a été arrêté, puis on a demandé à telle personne de corriger la chose, puis ça n'a pas été fait. Donc ça, c'est la façon de régler. Parce que oui, c'est important que le match soit déroulé, mais le plus important, c'est de protéger nos arbitres. D'accord, merci beaucoup. Puis j'avais une deuxième question. Oui, vas-y. OK, ma deuxième question, la voici. Euh, c'est quoi excusez-moi, mes mots m'échappent, mais c'est quoi notre marge de manœuvre pour un coach qui a un comportement, ou bien un coach ou un joueur, ou bien un spectateur, peu importe, qui a un comportement de violence, mais plus un coach. Parce que là, je sais qu'on donne des fautes techniques pour un comportement irrespectueux, mais violence de sorte que, bon, je reçois un coup pendant une transition de la part d'un coach, ou bien peu importe. Sur le coup, est-ce que c'est une faute technique? Est-ce que c'est une faute disqualificative? Ça peut, tout est possible. C'est toi qui décides. On n'est pas obligé de donner deux fautes techniques à un coach avant d'y donner une faute disqualifiante. Ça peut être une faute technique disqualifiante du premier coup. Surtout s'il y a contact avec toi, puis que toi, tu juges que c'était pas accidentel, ben c'est ciao, bye, et il s'en va dehors, excusez. Puis c'est réglé. D'accord? On, on veut protéger psychologiquement nos arbitres, mais d'autant plus physiquement. D'accord? Quand un arbitre se sent menacé, ben, tu fais quelque chose. D'accord? Tu vas y aller avec un avertissement, tu vas y aller avec une faute technique, une faute disqualifiante, puis tu vas y aller. Puis souvent, moi, ce que j'ai vu, souvent, il y a des arbitres qui sont pas capables de faire ça. C'est pas donné à tout le monde de faire ça. C'est pour ça, tout à l'heure, j'ai dit on est une équipe. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Ça veut dire que l'autre arbitre peut prendre charge de la situation, puis gérer la situation, donner une faute technique, une faute disqualifiante, puis envoyer l'entraîneur. OK? Il faut se protéger entre nous, il faut protéger nos collègues, il faut protéger les autres collègues. Il faut se protéger. D'accord? Donc, pour répondre à ta question, n'importe quand, tu peux mettre quelqu'un dehors, pas besoin de deux fautes techniques. On appelle ça une faute technique disqualifiante ou une faute disqualifiante sans contact. C'est bon? C'est Oui, merci soit beaucoup. tu fais le geste faute technique avec les deux points en haut, ou tu fais faute technique avec un geste du doigt que l'arbitre, l'entraîneur s'en va, puis quitte, puis tu t'éloignes, puis tu laisses ton partenaire y aller pour pas qu'il y ait escalade, puis tu mets du temps, si l'entraîneur veut pas quitter, ben, tu vas demander à la table, mettez-moi une minute au tableau, tu pars la minute, puis si après de la minute, l'entraîneur est encore là, tu signes la feuille, tu t'en vas au vestiaire, puis tu signes la feuille, puis l'entraîneur a perdu le match par défaut. Prochain, je crois que c'était J'aimerais Rachid. ajouter ça. Oui, vas-y. J'aimerais ajouter ça pour Sarah, là, juste en complément de réponse. Ça ne sera pas facile nécessairement de le mettre dehors. Puis, en faisant ça, ça se peut que le coach soit d'autant plus agressif. Si tu te sens menacé par ça, tu t'en vas tout de suite. Tu t'en vas tout de suite. Le match va s'être arrêté à cause du comportement du coach. C'est pas toi qui vas avoir arrêté le match. C'est lui qui va avoir décidé que le match s'arrêtait et toi, tu quittes. C'est tout. Puis tu fais un rapport ensuite de ça, décrivant les événements. Puis tout le monde va te supporter dans ce que tu vas avoir fait. D'accord, merci à vous deux pour vos réponses. C'est Rachid, Question, le prochain. Rachid, oui. Oui, merci. Merci Gauthier. Moi, je voulais juste rebondir sur ta réponse que tu as donnée par rapport à la gestion des questions que les coachs nous donnent. Euh, Ici, par exemple, ben, je suis de l'ABRQ, je suis de Québec. C'est juste pour savoir, là, par exemple, est-ce que la décision, mettons que les deux coachs ne sont pas sur place à 2 minutes, qu'est-ce qu'on fait s'il y a une question qui sort là? Est-ce qu'on doit dire au coach, disant, attends à ce que l'autre vienne? Parce que à Québec, souvent, les écoles, ben, les équipes qui jouent à domicile,
pendant la mi-temps, ben, ils s'en vont dans un vestiaire. Ben, souvent, les écoles qui sont visiteuses, ben, elles restent sur le team. Puis les questions viennent souvent des coachs visiteurs. Puis là, dans la situation, ben, est-ce qu'on est obligé de dire au coach, on attend un peu le temps que l'autre coach revienne d'abord Ouais. avant de pouvoir Je répondre? vais, je veux juste commencer, Rachid. Oui, D'abord, il y a la nuance à faire entre ce qui est une question légitime posée par un entraîneur, c'est-à-dire que le coach va poser une question sur un règlement, sur un backcourt que tu as appelé en première demi ou sur un backcourt que tu n'as pas appelé parce qu'il y a un joueur dans le frontcourt qui a touché au ballon puis une technicalité de règlement, là. Ça, c'est une OK. question qui est légitime. Il peut y avoir des questions légitimes sur sur certaines situations. Donc, ça, ces questions-là qui sont légitimes sur une situation qui s'est produite durant le match, tu peux y répondre rapidement, le plus court possible, rapidement, et t'en aller après. On veut pas ouvrir une discussion, on veut ouvrir la porte pour une question légitime, donner une réponse courte et précise et fermer la discussion. Il faut OK. nuancer la question légitime il y a certains entraîneurs qui vont questionner nos appels. OK? Puis c'est pas pareil. Poser une question légitime versus questionner nos appels. S'il y a un coach qui veut questionner tes appels, ça, il n'y en a pas de place pour ça. Il n'y en a pas de place pour ça. Tu as fait l'appel en fonction de ce que tu as vu, c'est ton jugement, et il n'y a pas de discussion à ouvrir en fonction d'un coach qui veut questionner tes appels. OK? Donc, il y a cette nuance-là qui est à faire. Tu sais, OK. si, admettons, tu te rends compte que c'est une question comme Yannick vient de faire, vient de dire, mais tu dis, parfait, coach, donne-moi 30 secondes, je vais répondre à ça. Dès que l'autre coach arrive, on va en discuter avant de commencer la deuxième demi. Puis OK. là, quand l'autre coach arrive, là, tu lui demandes, veux-tu répéter ta question? Soudainement, OK. il n'y aura plus de questions, puis il va aller à son banc parce que c'est juste comme ça. Il veut t'influencer si c'est pas une question légitime. Si, comme Yannick dit, pourquoi que tel jeu est arrivé, mais tu réponds rapidement, toum, toum, c'est fini. D'accord? Max, tu OK. avais une question, je pense. Merci. Je voulais juste partager le good job, Sébastien, good job, Yann. Trop souvent, ça arrive quand on fait un match, puis à la fin du match, ton partenaire va dire Hey, le coach n'a pas arrêté de me parler, ou whatever, whatever. Dans un meilleur scénario, il y a tout le temps quelqu'un qui a un peu plus d'expérience sur le terrain avec un nouveau ou une recrue ou juste ça. Sentez-vous pas tout seul. Je pense que c'est hyper important que s'il y a des choses qui vous sont partagées sur le terrain, que vous ne pensez pas que c'est positif, parlez-en peut-être à la personne qui a plus d'expérience sur le terrain, parce que je pense qu'ensemble, en équipe, comme tu disais, Sébastien, tantôt, c'est comme ça qu'on va régler les affaires. Puis la personne qui est plus à l'aise gérera le dossier pour ça. Mais ça m'arrive encore trop souvent aujourd'hui, puis même au niveau universitaire, que le match se termine, puis là, j'apprends dans le post-game que toute la game, le YouTube s'est fait scier les oreilles. Mais souvent, les entraîneurs sont sneaky à faire les choses, puis ils le font, puis ils piquent les gens dans un crew. Mais on est une équipe, puis c'est là que je pense que la personne qui a plus d'ancienneté ou de confort à gérer ces choses-là, ben écoute ton partenaire, puis va à la guerre pour ton équipe, là. Fait que le message que je veux partager, c'est gardez pas ça pour vous, puis le dites-le pas à personne, mais je pense qu'à la première occasion, partagez-le avec qui vous travaillez sur le terrain, c'est important. Très bon point, Max. Puis euh, ce que je peux dire là-dessus aussi, c'est le moment de partager, là, ça va être durant un temps mort. C'est là que vous allez aller, puis là, tu rencontres, puis là, tu parles, et le coach, il me lâche pas. Mais là, peut-être le crew chief va dire qu'il a plus d'expérience, va dire, je vais aller les chercher, moi, les bleus, je m'en occupe, il t'achalera plus. Puis là, tu y vas, puis tu règles à la fin du temps mort. Le crew chief va parler à l'entraîneur, tu vas laisser mon partner tranquille, tu sais, ou il va lui dire d'autres choses comme ça. C'est bon? Très, très bon point, ça. Durant le match, pour pas que ce soit un build-up, puis après qu'on explose, ou après qu'on ne veuille plus faire cet entraîneur-là. Si on ne l'a pas dit pendant 3 matchs consécutifs, ça se peut qu'on aille plein notre casse à la fin. Alexandre. Juste m'assurer, quand on donne un avertissement officiel, ça s'applique aux deux entraîneurs, hein. Donc, par exemple, si je donne un avertissement pour le coach A à cause d'un comportement, si plus tard c'est le coach B qui fait la même chose, Non, tu- malheureusement, tous les avertissements sont dirigés vers une équipe. OK.
Donc, si, admettons, c'est le coach A qui est sorti, ben le prochain, si le coach B sort, ben là, tu vas lui donner un avertissement aussi. OK. Euh, ou tu peux régler la situation pour tout le monde. Comme en fin de semaine passée, euh, les joueurs rentraient en retard au lancer franc. Et ils faisaient un caucus en dehors, puis là, ils attendaient que j'aille le ballon, puis là, je venais pour le donner, puis là, ils rentraient. Bon, là, j'ai sifflé, j'ai dit les deux équipes, si vous rentrez encore, c'est un delay of game. Si vous rentrez encore, ben, il va y avoir une sanction. Puis là, ça a réglé le problème. Ça fait que ça, on peut donner un avertissement pour les deux équipes, mais il faut que les deux équipes aient fait le geste. Et fait qu'avec D'accord? l'avertissement, tu spécifies à qui ça se. Oui. Même chose que tu vas dire, mettons, simulation de faute, fake a foul, avec le geste de lever la main. Quand Mhm. tu vas aller voir, prochain arrêt de jeu, tu vas siffler, tu vas lever ta main. Là, tu vas dire coach, numéro 5 fake a foul ou simulation de faute. Prochaine fois, ça va être une faute technique avec le geste. Puis là, toute l'équipe est avertie. D'accord? Là, si, mettons, les Bleus, eux, ils font une simulation de faute, on ne leur donnera pas une faute technique parce que c'est les Blancs qui ont été avisés, puis les Bleus, eux, ils n'ont pas été avisés encore. C'est OK. la même chose pour les avertissements. Merci. Un plaisir. Normand? Oui. Qu'en est-il du fait qu'il y a des coachs qui ne parlent pas, mais ils ont des gestes évidents pour signaler un marché, double dribble, tout ça, fait que tout le monde les voit, là. Ils disent, ah, moi, je dis pas un mot. Ouais. Est-ce que vous Jean-Michel, faites de quoi avec ça? Jean-Michel, qui est sur l'appel, pourrait vous en parler plus que moi, là. Mais les gestes, c'est un langage non verbal, puis il doit être adressé la même chose. OK. Le geste de la main comme ça, qui t'en va par en bas, mais ça, c'est l'équivalent de t'envoyer à la toilette. D'accord? Ouais. Ça fait qu'un coach qui fait ça, ben, moi, écoute, si c'est un petit geste, peut-être j'irais lui donner un avertissement verbal amical, mais s'il refait un geste comme ça, ou s'il se met à crier, ou s'il fait des gestes, les deux mains dans les airs, vers l'arbitre, ben, il faut le sanctionner. Il faut donner un avertissement. Puis, moi-même, je suis comme l'autre arbitre, là, je suis un petit peu victime d'avoir donné un petit peu trop d'avertissements dans les dernières années, puis pas assez de sanctionner. Par contre, les avertissements ont eu l'effet que le geste a arrêté. Donc, est-ce que ça aurait été mieux de donner une faute technique? Peut-être pas. C'est là qu'il faut trouver le juste milieu entre avertissement et faute technique. Il faut que le geste arrête, puis c'est ça le but de notre intervention. Merci. Plaisir. S'il n'y a pas d'autres questions, on va aller tout de suite. On va poursuivre avec 4 questions. Ben, Attends en un fait, peu, j'ai trois. Seb. Oui, vas-y. Il y a une petite question que je vais te laisser répondre si tu veux. Oui. Euh, Peut-on ou doit-on sévir auprès d'un entraîneur ou entraîneur adjoint qui agit de façon très désagréable, voire violente, envers ses propres joueurs? Oui, oui. Si vous regardez, tu sais, on pense tout le temps, ça s'adresse pas à moi, je regarde ailleurs. Hein? Les dernières années nous ont prouvé qu'on était tous wrong, qu'on était tous dans le mauvais. Si on regarde la faute technique pour langage abusif, regardez dans la règle 36, ça va être marqué qui s'adresse à vous, à l'autre équipe, à ses joueurs, aux spectateurs. D'accord? Ça fait qu'un entraîneur qui crie après ses joueurs avec des jurons, qui dit que c'est un pas bon, c'est une pas bonne, puis qu'il a fait ci, qu'il a fait ça, tu dois intervenir. OK? On ne veut plus tolérer ça. Avertissement, faute technique, si c'est répété, et surtout rapport. Rapport envoyé à ton association, puis l'association doit envoyer ça à la RSEQ pour que le geste soit corrigé. OK? 2023, on ne veut pas finir un match, puis que quelqu'un a une vidéo dans les estrades, puis que l'arbitre entend très bien ce que l'entraîneur dit à ses joueurs, puis que c'est vraiment pas gentil, pas bon, c'est de l'intimidation, c'est tout ce qu'on a mentionné qu'on ne veut pas avoir, ben, il faut protéger les joueurs aussi. C'est notre travail, c'est notre devoir aussi
de faire ça? Très bonne question. Euh, une autre question que j'ai eue en fin de semaine, un partenaire m'a dit, oui, mais là, j'ai donné 2 fautes techniques à l'assistant coach. Est-ce qu'il peut rester dans le match? Et c'est une très bonne question. Si on regarde la règle FIBA, un entraîneur peut avoir 3 fautes techniques si c'est son banc qui a les fautes techniques, puis à lui avant d'être expulsé. Cependant, si toi, tu sais que ça fait 2 fois que quelqu'un sur le banc te manque de respect, tu peux l'éjecter, donner une faute technique disqualifiante à cette personne-là. D'accord? Mais tu peux pas t'attendre parce qu'il y a eu 2 fautes qu'il soit disqualifié, parce que les 2 fautes vont pas nécessairement à lui. Ils sont marqués à lui comme faute technique, comme un- sur la feuille de match, si on se fie à FIBA, mais c'est vraiment l'entraîneur qui a le B1 marqué à côté de son nom. Donc, encore, si l'entraîneur adjoint te dit quelque chose de vraiment pas fin, tu peux l'éjecter le premier coup. Ça va être une faute technique disqualifiante. Ça va être 2 lancers au lieu d'un lancer, puis ça va continuer. Tu as le droit de faire ça. OK? C'est dans la règle. Cependant, il faut connaître ses règles. C'est bon? Y a-t-il d'autres questions? Ou on passe aux questions? Ça sera pas long, c'est vraiment 4 petites questions qui vont se retrouver à l'examen. Euh, Puis vous allez dire, ouais, c'est parce que Sébastien, t'es sur le comité qui fait l'examen, ça se peut. Vous allez voir avec les différences. Pendant le jeu, l'entraîneur principal de l'équipe A se tient à l'extérieur de sa zone du banc d'équipe de l'équipe A, près de la table de marque, et communique uniquement avec des joueurs de l'équipe A. Les arbitres décident d'autoriser l'entraîneur A à rester debout en dehors de la zone du banc d'équipe. Est-ce correct? Après la formation qu'on vient d'avoir, est-ce que vous pensez que c'est... Est-ce que vous allez avoir mal cette question-là dans l'examen cette année? L'emphase là-dessus, c'est que l'entraîneur, il ne vous parle pas à vous. Il parle seulement à ses joueurs à lui. Est-ce que vous devez sanctionner ou, à tout le moins, donner un avertissement ou est-ce qu'on doit le laisser faire? La réponse, c'est non. C'est pas correct. D'accord? Prochaine. L'entraîneur principal doit-il communiquer de façon courtoise avec les arbitres pendant la rencontre pour obtenir une information seulement lorsque le ballon est mort et le chronomètre de jeu arrêté? Est-ce qu'on a 2 questions gratuites dans l'examen cette année? Qu'est-ce qu'on va répondre à ça? Évidemment, c'est textuellement la règle 7.5, 7.6. Maintenant, une un petit peu plus crunchy. Puis là, on va peut-être, on n'a pas, hein, avec ce Zoom-là, on peut pas faire un poll, hein, un sondage. C'est pas grave, on va le faire vite. Le dribbleur A1 termine son dribble. Il lance ensuite délibérément le ballon sur la jambe de B1. A1 reprend le ballon et dribble à nouveau. Est-ce un jeu légal? Donc, pour mettre ça, pour visionner ça, A1 a le ballon et il dribble. Il arrête son dribble. Il voit B1 qui est là, qui joue en défense dessus, lui lance le ballon sur sa jambe, reprend le ballon, puis commence à dribbler. Puis là, on peut dire, le ballon touche à la jambe de B1, tombe au sol. Imaginez ce que vous voulez. Est-ce que A1 a le droit de redribbler à nouveau? Est-ce qu'il y en a qui pensent qu'il n'a pas le droit? Est-ce qu'il y en a qui pensent qu'ils ont le droit? Dans le Si chat, je peux là. répondre, Oui, je vas-y. pense que c'est non, parce que moi, la question ici, là, il y a un petit mot là, délibérément, c'est-à-dire intentionnellement, il lance la balle sur le pied de l'autre pour le reprendre, pour finir, parce qu'il a fini son dribble. Fait que non, un dribble illégal. Fait que, Parfait. Est-ce qu'il y en a qui pensent autrement? Moi, j'ai une petite question du coup en lien avec ça par rapport au Oui. délibérément. Sur plusieurs actions, par exemple, quand il y a des joueurs qui sont bloqués proche de la ligne de touche et qui veulent bah, du coup essayer de faire sortir la balle grâce aux défenseurs, ils utilisent beaucoup, par exemple, de lancer la balle genre sur les jambes ou des fois ça peut aller sur le pied. Mais dans ces cas-là, est-ce qu'on peut, vu que c'est délibéré, est-ce qu'on
considère quand même que il y a le pied, donc il peut quand même garder la balle, ou on considère plus la sortie et du coup on va redonner la balle à la personne qui était en offensive. OK. Bonne question. C'est deux situations complètement différentes. Ici, dans cette question ici qu'on voit, c'est que le dribbleur a terminé son dribble. Donc, lui, il a fini son dribble. Donc, la règle, est-ce qu'il lui permet de dribbler à nouveau si c'est touché par un autre joueur? La réponse, si on va dans la règle du dribble, la réponse, c'est non. D'accord? Euh, S'il lance délibérément. S'il termine son dribble et puis l'autre joueur tape le ballon de ses mains, puis le ballon va au sol, puis là, le reprend, là, il n'a pas délibérément perdu le ballon. Donc, à ce moment-là, il pourrait euh, y aller. Donc, est-ce un jeu légal? Bonne réponse, marqué non ici, dessus. S'il est sur la ligne de touche, même s'il a fini son dribble, puis il lance le ballon sur la jambe de l'autre, puis le ballon sort, le ballon va être à lui parce qu'il n'a pas recommencé son dribble. Ici, c'est la règle de dribble qu'on voulait aller chercher. OK. La question vidéo, on ne bouge pas. Je vais juste changer l'écran. Donnez-moi 2 secondes. OK. Hop, voilà. Attendez, donnez-moi 2 secondes. Je vais y arriver. C'est une vidéo. C'est juste, je veux qu'il soit en gros plan. OK. On voit ça. D'accord? Puis après, regardez jusqu'à la fin. À la fin, ça vient en gros plan. D'accord? Pas en gros plan, mais une reprise. Donc, il y a un joueur qui sort la balle, lance le ballon, met un pied au sol, l'autre pied dans les airs, attrape le ballon, dribble et il le met dedans. L'arbitre lui siffle une violation. On va le voir au ralenti après, c'est pour ça que je laisse continuer. Il n'a pas mis ses deux pieds sur le terrain. D'accord. On a eu un commentaire qui a dit, je vais reculer Il n'a pas jusque-là. mis les deux pieds sur le terrain. OK. Ici, il y a un pied au sol, touche au ballon, l'autre est dans les airs. D'accord? Euh, Est-ce que vous pensez que dans la règle, c'est écrit qu'un joueur doit mettre les 2 pieds sur le terrain ou un joueur doit mettre un pied sur le terrain? Un joueur peut pas. Il faut savoir exactement. Ça aurait pu arriver dans un match, là. Puis, on se questionne un petit peu sur la règle. L'arbitre a collé une violation ici. Est-ce que c'était le bon call de l'arbitre? Si on avait un pôle de vote ici, puis on demandait à tout le monde, aux 84 personnes qui sont encore présentes, de voter là-dessus. Ici, on dit yes. Yes, pourquoi? Yes pour une violation? Ou yes pour c'est bon, on laisse continuer. S'il y a quelqu'un qui veut se risquer, c'est 50-50, là, comme toutes les questions dans l'examen. Si je peux m'essayer encore, là, mettons, moi je dirais c'est une violation, c'est un bon call du ref parce que le joueur doit avoir légalement les deux pieds sur le terrain pour que son jeu soit légal. Fait que là, il avait juste un pied, fait qu'il y a une violation parce qu'il est considéré comme étant encore à l'extérieur, vu que l'autre pied était en l'air. Si je dois interpréter un peu le règlement. OK. Cette interprétation-là, quand vous allez être à l'examen, il faut aller peut-être valider dans l'examen, dans le livre des règlements. D'accord? Pour établir une position sur le terrain, n'importe où sur le terrain, il faut qu'il y ait un contact du joueur sur le terrain pour établir sa position. Donc,
Dans le cas qui nous est ici, on va le laisser aller. Donc, il s'en vient ici. Dès qu'ici, il a établi son pied au sol en captant le ballon, avant de capter le ballon, dès qu'il a mis son pied au sol, il a établi qu'il était en jeu. Puis l'autre pied est dans les airs, donc il n'est pas à l'extérieur. Donc, la position du joueur sur le terrain, c'est pied au sol dans le terrain, pied dans les airs. Donc, c'est un geste légal. OK? C'est permis. Même chose dans le terrain arrière, dans le backcourt. Si je saute du terrain arrière du terrain avant pour m'en aller dans le backcourt, quand je touche au terrain, c'est là que je suis rendu. J'établis ma position dans ce terrain-là. Donc, dans ce cas ici, c'était pas une violation. L'arbitre aurait dû laisser le jeu continuer, puis ça aurait été un point pour pour, euh, pour le joueur. Donc, si vous avez ça en écrit à l'examen, textuellement plutôt qu'en vidéo, ben, vous saurez la réponse. Vous pourrez aller valider, si vous voulez, dans les règlements pour voir. C'est bon. Ça termine pour moi. Euh, oui, ça termine la formation. Je remercie tout le monde de votre participation. S'il y en a qui ont des questions, peut-être passer à des questions. S'il y en a qui ont des questions, Amandine a levé sa main. Oui, j'ai juste une question par rapport à cette situation-là, Oui, de avoir un pied en fait, dans le terrain. Est-ce que c'est valable aussi sur le over and back? Dans le sens où s'il y a un pied en zone avant, puis le deuxième pied est levé, quoi, normalement, je pense qu'il y a les 3 points. Donc, je pense que là, ça rentrerait pas en compte, il y aurait violation. Mais exact. Ils ont changé la règle à cause de ça. Ils ont changé la règle pour la rendre conforme comme la NCAA et la NBA. Donc, pour la règle de retour en zone arrière, c'est complètement les 2 points plus le ballon en contrôle de joueur dans le terrain avant. Par contre, si moi je saute du terrain avant, puis je mets un seul pied en terrain arrière, est-ce que vous allez m'appeler une violation de retour en arrière? Oui, parce que j'ai établi ma position en zone arrière, même si l'autre pied est dans les airs. Parce que j'ai établi pour retour en zone arrière, si en terrain avant a été établi. D'accord? Donc, récapitule ça pour le backcourt. Je suis en terrain avant, mon équipe a le ballon. D'accord? Ils font une passe, moi je saute du terrain avant. Ma position est où? Est considérée en terrain avant. Je suis dans les airs, j'attrape le ballon. Donc, je suis en terrain avant, dans les airs. Je retombe en terrain arrière, retour en zone. Compris?